Le deuxième était le... Bon, tout d'abord, merci de me permettre de représenter Valérie Pécresse qui, en cette journée encore plus particulière que nous l'imaginions, n'a pas pu venir. Et puis vous me permettez également de rajeunir, parce qu'à différentes reprises, je suis intervenu dans cette assemblée, dans cet hémicycle, au travers de différentes fonctions. Et c'est avec grand plaisir que je retrouve cette chambre si particulière et si indispensable. La démocratie, vous l'avez évoqué, je crois que c'est la question qui est posée aux différents intervenants. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais je pense que la façon dont vous avez posé le débat est essentielle, parce que ce bien précieux, et on le voit même sur le continent européen, ce bien précieux est menacé, parfois par les agressions, et parfois aussi par l'indifférence. Et il n'est pas du tout impossible, moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste, que la fin de cette décennie puisse voir aussi un crépuscule démocratique, y compris dans des sociétés comme la société française. Et je suis intimement convaincu que le quinquennat qui vient de s'écouler nous a vu reculer en matière démocratique. On le voit au travers de l'abstention, on le voit également au travers des extrêmes qui cessent de progresser aux différentes élections. Alors à quoi est-ce dû? Différents facteurs, bien évidemment. Mais je pense que ce que souhaite faire Valérie Pécresse, c'est à la fois mettre en place un nouvel outil puissant démocratique, c'est le référendum d'initiative populaire, et puis c'est aussi un nouveau projet de société basé sur la République des territoires, sur la révolution des territoires, qui impose également une nouvelle répartition des rôles et des responsabilités entre l'État central, l'État régalien et les territoires. Et quand je dis territoire, ce ne sont pas seulement les collectivités locales, mais c'est aussi l'ensemble des forces vives sur les territoires. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle forme de pacte démocratique et social qui s'impose dans notre pays. Donc il y a à la fois un référendum beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible que ça n'est le cas aujourd'hui, et cette idée de révolution des territoires. Je vous ai dit également que ce quinquennat avait été un quinquennat de régression, parce que je pense que le symbole aujourd'hui de la verticalité du pouvoir n'est pas forcément lié consubstantiellement à ce qu'est la Ve République. Non. Je pense que c'est plus la pratique politique et la pratique constitutionnelle que les textes constitutionnels qui nous ont amenés dans cette situation a trouvé sa traduction. Dans un événement de participation citoyenne sans précédent, le grand débat, et qu'en est-il resté? Je vous invite à lire cet ouvrage, qui est un ouvrage de référence, à mon sens, qui montre bien que quand 16 000 maires ont été consultés, quand près de 2 millions de nos concitoyens ont participé sincèrement, ardemment, qu'il y a eu 400 000 pages qui ont été noircies avec des idées, des propositions, des réflexions, et qu'il n'en est rien sorti, que tout ceci était sciemment enterré dans des archives départementales, oui, il y a un déni démocratique. Et je pense que si on ne prend pas la mesure de la situation aujourd'hui, nous risquons très clairement, très concrètement, de nous retrouver face à une progression sans cesse, inexorable, d'un fait démocratique qui s'affaiblit. Et ça, je pense qu'il faut à tout prix l'éviter. Je n'ai pas fait toutes mes 4 minutes, mais comme je pense que vous avez d'autres questions... Il vous reste 50 secondes. Bon, c'est pas, vous avez un petit peu de rap, comme ça permettra de poser d'autres questions. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. On est ici au CESE qui compte en temps normal 175 membres. Vous le savez, ce sont les représentants des corps intermédiaires, les syndicalistes, des bénévoles au sein d'associations, des chefs d'entreprise également. Ils ont pas mal de questions à vous poser. Il y a également des membres des CESE régionaux, on les appelle les CESER. Mais d'abord, moi j'ai 2-3 petites questions à vous poser. Alors on est ravis de vous avoir ici, mais alors, Valérie Pécresse n'a pas pu venir. Pourquoi ? Vous savez qu'être candidat à l'élection présidentielle, ça suppose beaucoup d'engagement. Et comme on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir de concertation entre les acteurs qui vous invitent, c'est donc compliqué, il faut faire des choix. Mais ne soyez pas si déçus que ça, que ce soit moi. Parce que, comme on est dans le temple, un des temples de la démocratie, ce serait faire un plaisir de la recevoir, bien évidemment, mais c'est pas grave. On vous a, et ça c'est important. Vous avez lu l'enquête de Libération ? C'est-à-dire ? L'enquête de Libération qui justement révèle le fait qu'il y a des adhérents morts, fictifs ou fantoches qui ont mis en doute la sincérité du scrutin de la primaire organisée au sein de LR. J'ai eu l'occasion de répondre ce matin dans un média. Je n'ai pas lu cette enquête, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. Ça ne m'intéresse pas de la lire. Et en tout état de cause, personne n'a contesté les résultats, ni en décembre, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On a une candidate, c'est Valérie Pécresse. Je fais campagne pour elle tous les jours, et c'est à ce titre que je suis là.
Pourquoi Libération a mené cette enquête selon vous? Posez la question à Libération. Très bien. Merci de votre réponse. Valérie Pécresse qui veut limiter les pouvoirs législatifs du gouvernement et le pouvoir d'amendement du Parlement. Ça veut dire quoi? Qui veut, pardon? Valérie Pécresse, pardonnez-moi. Elle veut limiter les pouvoirs législatifs du gouvernement et le pouvoir d'amendement du Parlement. Ça veut dire quoi? Non. Il ne s'agit pas de limiter les pouvoirs du Parlement, parce que je viens de vous dire, de toute façon tout à l'heure, c'est qu'il fallait changer de pratique aujourd'hui. Et la pratique que nous avons connue ces 5 dernières années, avec également, si je peux me permettre, des erreurs flagrantes qui ont été notamment la limitation du nombre de membres de cabinet par ministre. Ça semble être une bonne idée, c'est profondément démagogique, et ça restreint le pouvoir du politique. Et donc ce que nous voulons au contraire, c'est que la place politique trouve davantage de force et de puissance. Donc il ne s'agit pas de limiter, en plus vous savez bien aussi ce que prévoit la Constitution, il n'y a pas de changement constitutionnel qui est prévu à ce titre, mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait davantage de place pour le débat parlementaire et que le Parlement retrouve toute sa place. Donc je ne sais pas quelle est votre source, mais je pense que c'est plutôt l'esprit contraire qui anime Valérie. Ce sont des propositions de Valérie Pécresse, hein, c'est-à-dire de limiter les pouvoirs du gouvernement. Vous parlez également du gouvernement ou du Parlement? Du gouvernement. J'ai dit deux choses, précisément. Vous avez mal entendu, je pense. Ouais, limiter vous savez, c'est l'âge. Hein. Quand j'intervenais dans cet hémicycle, soit la vidéo était meilleure, soit mon ouïe était plus affûtée. La deuxième possibilité étant forcément, à mon avis, la plus plausible. Je répète, limiter les pouvoirs législatifs du gouvernement et le pouvoir d'amendement du Parlement. C'est ce que souhaite Valérie Pécresse. C'était la question que je vous avais posée. Et donner davantage de place au Parlement, c'est bien le cas. Très bien. Elle veut un véritable référendum d'initiative populaire en France pour que les Français puissent s'exprimer quand ils en ont besoin et qu'ils ne se sentent plus méprisés par le pouvoir. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui, clairement? Vous disiez, il y a une vraie crise démocratique. Sur ce référendum, la marche est trop haute. La marche est beaucoup trop haute. Vous le savez, il faut, je crois, compte tenu de ce qu'est le Parlement, Assemblée, Sénat et le pourcentage qui est retenu, il faut, je crois, 185 députés et sénateurs. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il nous faut pas loin de 5 millions de signataires pour engager cette démarche. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit à la pratique, cette révision constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy, elle est clairement dans le bon sens, mais la marche est trop haute. Et l'idée, c'est d'abaisser ce seuil. Ça fera l'objet aussi d'une concertation avec les partis politiques, mais aussi avec les partenaires sociaux, notamment avec cette Assemblée. Nous pensons qu'il faut se rapprocher de la barre de 2 millions, mais certainement pas 5 millions, parce que là, c'est beaucoup trop important. Et au final, je pense qu'il n'y a rien de pire quand vous avez sur le papier une faculté, mais que dans la réalité, vous ne pouvez pas la saisir. Là encore, vous êtes dans une forme de déni démocratique, et tout le monde s'en rend compte. Donc ça veut dire que vous voudriez consulter les Français plus régulièrement? Leur donner la parole. Leur donner la parole. Alors, pour une famille politique qui est l'héritière du gaullisme, ça ne devrait pas forcément surprendre, mais nous sommes intimement convaincus aujourd'hui qu'il faut que les Français puissent avoir la possibilité de s'exprimer, pas seulement lors des élections. Mais attention, c'est toute la question aujourd'hui de la répartition entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Dans notre esprit, il ne doit pas y avoir de concurrence entre les deux, mais bel et bien une complémentarité. Parce que je vois bien aussi aujourd'hui, dans cette réflexion qu'il y a, pourquoi autant d'abstention? Les réponses peuvent être aussi nombreuses que les intervenants à ce débat. Nous sommes intimement convaincus avec Valérie que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une crise de sens, mais aussi une crise des résultats. Si la politique amenait davantage de résultats, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi renouer avec à la fois la vision, l'exemplarité, mais les résultats, et que c'est ça qui refondrait également le sens de l'action commune et le sentiment aussi d'avoir quelque chose à faire dans ce corps social. C'est ça le vrai sujet. Tout le reste, si on n'a pas conscience qu'il nous faut notamment retrouver ordre et autorité, qu'il nous faut également redonner de l'espoir en remettant en avant cette valeur travail, et également qu'il faut engager cette révolution des territoires, et je ne vous ai pas cité 30 priorités, je vous en donne 3, là, vous êtes en mesure de concentrer vos efforts et en 5 ans, de redonner à la fois confiance et espoir. C'est ça notre philosophie. Vous voulez un véritable référendum. Et les modalités, ensuite, viennent se caler sur ce nouveau projet de société. Vous voulez, je le disais, vous l'avez très bien dit, un véritable référendum d'initiative populaire. Mais comment vous allez créer le sursaut, le déclic chez les Français, chez les Françaises, quand on voit que les élections, justement les consultations, sont de plus en plus boudées par les Français, et notamment les plus jeunes? Et vous avez vu la campagne électorale, vous croyez qu'elle donne envie? Non, mais vous avez vu le débat. Ça ne m'a pas échappé. Le débat tel qu'il est. 1 million 200 000 personnes, 1 million 200 000 personnes. 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 1 million 200 000
avec la place prépondérante des réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément là des réseaux sociaux uniquement favorables à l'essor démocratique, qui sont plus foire d'empoigne qu'autre chose. Il y a aussi les médias qui sont aussi concurrencés par les réseaux sociaux, et ça joue aussi beaucoup. Et puis, vous le voyez, même les débats publics, les débats politiques sont devenus foire d'empoigne. On est assez loin des grands moments politiques, publics, mais aussi, pardonnez-moi, démocratiques, qui étaient des débats lors des élections présidentielles. Et à quelque niveau que ce soit, je l'ai pratiqué également lors des élections régionales, les débats ne sont que des tunnels, des monologues. Plus personne ne se rencontre, plus personne ne se parle. C'est difficile après de se faire son opinion. Et ici, vous avez la chance de participer à un moment démocratique inédit, on peut le dire. Et c'est sur France Info. C'est aussi pour ça que j'étais candidat pour représenter Valérie. Alors, on enchaîne justement parce que j'ai encore pas mal de questions. Après, on va entendre des membres du CESE qui ont aussi des questions à vous poser. Pas de fatalité au grand remplacement, au grand déclassement. Alors effectivement, je vous vois faire la tête. Effectivement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous mais attendez, ma candidate a été très claire. C'est malheureux. Elle a été. Non, mais attendez, on fait un débat médiatique où on est là pour donner de la voix à la démocratie et parler justement de la façon dont on doit renforcer les choses. C'est aussi la démocratie, ça. Ma candidate a été très claire. Le lendemain matin sur RTL, elle a été très claire également sur cette émission également du mardi soir sur France Télévisions. Elle a tout dit. Voilà, les choses sont claires. Et vous, votre position par rapport à ça, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette expression? Celle de ma candidate, monsieur. Vous êtes à l'aise avec cette expression? Et bien évidemment, je ne serais pas là autrement. Très bien. Autre question, selon les enquêtes, et quelles que soient les enquêtes, Xavier Bertrand, la perception du jeu démocratique et la confiance dans les élus s'est dégradée, je le disais aussi tout à l'heure, notamment chez les jeunes et surtout les classes populaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, il y a ce sondage Ipsos Soprastaria qui dit que 8 jeunes sur 10 envisagent d'aller voter, mais 2 jeunes sur 3 estiment que les responsables politiques s'intéressent peu ou pas du tout à leurs préoccupations. Comment recréer cette confiance et redevenir crédible? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 voies. La première, c'est le référendum d'initiative populaire. Le deuxième, c'est la République des territoires. Parce qu'on s'aperçoit que ce discrédit ne touche pas de la même façon les élus locaux que les élus nationaux. Quand vous regardez bien les choses, aujourd'hui, l'élu qui est le plus plébiscité par la population, c'est le maire. Pourquoi? Ce sont les élus locaux, notamment les maires. Parce que c'est pas parce qu'il est seulement à proximité. Non, pas seulement parce qu'il est à proximité, c'est parce qu'on a le sens qu'il peut y avoir des résultats rapidement. Et ce que nous voulons, c'est donc que l'État central s'occupe davantage de ses missions régaliennes. Sécurité, justice, reprise en main de la politique migratoire, c'est la diplomatie, bien évidemment, c'est la préparation de l'avenir, mais pour le reste, que l'État s'occupe de moins de choses, mais qu'il s'en occupe mieux et qu'il y ait une nouvelle répartition des rôles. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que sur la santé, que sur les transports, que sur le logement, même sur une part de l'éducation, que ce soit sur la formation, sur l'emploi, on soit obligé, les représentants de l'État que sont les préfets, mais aussi les élus locaux, d'être obligés d'aller demander en permanence la permission à Paris? J'étais la semaine dernière dans la Creuse en représentant Valérie Pécresse sur des solutions face à la désertification médicale. Tous ceux qui étaient autour de la table avaient les solutions. Mais en face, il y a une agence régionale de santé. C'est pas qu'elle ne veut pas faire, c'est qu'elle n'a pas les moyens de leur donner l'autorisation ou la possibilité d'agir. Tout doit remonter à Paris. J'ai pas en exemple les Länder allemands, j'ai pas en exemple les régions espagnoles. La France est la France, mais une chose est certaine, c'est qu'on doit maintenant libérer notre pays, rendre la vie des Français plus simple, rendre l'action publique plus efficace, mais en rendant des responsabilités dans les territoires. Même le dialogue social a aussi vocation à prendre en compte cette dimension territoriale. Vous parliez tout à l'heure des Césaires. Le vrai problème, là, c'est le président de région qui peut porter ce témoignage. Valérie pourrait le faire également avec le Césaire Île-de-France. C'est vrai que la temporalité politique, et notamment d'acteurs comme le CESE, les Césaires, n'est pas la même. Mais quand on arrive à travailler ensemble, on a des résultats. J'ai initié notamment dans la région des Hauts-de-France une toute nouvelle politique sur la politique liée à la mer, liée au littoral. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est le Césaire qui a eu l'occasion de développer tout un colloque, mais un colloque avec des propositions d'action. Et la responsabilité du politique, c'était de dire oui ou non. Si c'était non, c'était de dire pourquoi, au titre de quelles raisons je ne pouvais pas aller dans cette direction. Et pour le reste, on a mis en place un Parlement de la mer. C'est Jean-François Rapin, conseiller régional, sénateur, président de l'ANEL, l'association des élus locaux, des élus du littoral qui porte. Et ça, c'est une forme de coproduction. Et là, ça a du sens. Et c'est l'exemple type que quand l'on veut, l'on peut, même s'il faut aussi comprendre que le temps politique peut aussi s'inscrire différemment
du temps justement de la concertation et d'acteurs justement comme vous. Mais les choses sont vraiment possibles et on a cette volonté. Alors, et c'est vrai que c'est à des années-lumière d'une pratique verticale et jupitérienne du pouvoir. Parce que je vous ai un peu tendu la perche, vous ne me relancez pas là-dessus, mais je peux vous dire que je pense que notre pays a reculé dans sa pratique démocratique. N'hésitez pas. Ouais, mais il y a des questions qui vous intéressent plus que mes réponses. Votre droit, hein, c'est votre droit. Mais je pense que là aussi, vous savez, il y a aussi autre chose. La France est un pays formidable, 68 millions d'habitants, mais il n'y a pas une personne seule, si intelligente soit-elle, qui peut diriger ce pays. Ce n'est plus adapté au temps réel. Et ça n'est plus adapté non plus aux défis qui sont devant nous. Je vous ai parlé tout à l'heure, la parole confisquée des Français dans ce livre, rendez les doléances. Il faut bien voir que la crise des Gilets jaunes, je parle de la crise des Gilets jaunes, l'essence des Gilets jaunes, avant même la question des violences, traduit aussi quoi ? Le fait que quand vous avez des gens qui sont liés à la société, qui travaillent et qui n'y arrivent plus, franchement, quand vous ne comprenez pas, quand il y a cette déconnexion qui marque un président de la République, on est dans une situation particulièrement périlleuse et dangereuse. Et derrière, le partenariat avec les maires, le grand débat, aurait pu permettre aussi de sortir au-delà des seules réponses aux Gilets jaunes, de pouvoir apporter de vraies réponses sur la transformation de la société. Et le fait qu'on n'en ait rien fait sciemment est pour moi pas une erreur, c'est une faute démocratique. Alors Xavier Bertrand, place maintenant aux questions des conseillers, les conseillers du CESE qui se sont réunis pour élaborer et tirer au sort des questions, pour vous les poser au nom de l'institution et non pas en leur nom propre. Vous avez devant vous 3 conseillers de ce Conseil économique, social et environnemental et un des citoyens qui travaillent avec l'institution sur la question de l'engagement des jeunes et de l'abstention. Ils ont tous été tirés au sort. Je le rappelle, on parlait tout à l'heure de la défiance à l'égard du jeu démocratique des politiques qui s'est accentuée ces dernières années au risque de mettre en danger notre modèle de démocratie. C'est le constat qu'ont fait ici même les membres du CESE dans un avis qu'ils ont rendu en 2019 précisément. Cette institution, elle considère qu'elle peut recréer la confiance, notamment avec l'organisation de conventions citoyennes, comme ça a été le cas sur le climat. On s'en souvient de ce que ça avait donné. À noter enfin que les citoyens eux-mêmes peuvent saisir le CESE dès lors qu'une pétition a recueilli au moins 150 000 signatures. Je vais laisser la parole à Jean-Louis Joseph, qui est agriculteur. C'est à vous, Jean-Louis. Oui, monsieur Bertrand, bonjour. La Convention citoyenne sur le climat fait couler beaucoup d'encre. Vous, au pouvoir, quel thème reconduirez-vous cet exercice et qu'amélioreriez-vous sur la forme, notamment sur la redevabilité que sont en droit d'attendre les citoyens tirés au sort, ou encore sur l'articulation avec les travaux de la société civile que nous représentons au CESE? Toute la question qui est posée, c'est celle que je me permettais de résumer à ma façon tout à l'heure. Est-ce qu'on est en complémentarité ou en concurrence de la démocratie représentative? Et ce que je n'ai pas bien compris, et pourquoi il avait été demandé au CESE d'organiser, pourquoi on n'avait pas demandé au CESE de faire lui-même? Pourquoi? Il me semble que cette assemblée est suffisamment représentative, c'était le sens de la réforme. Alors pourquoi organiser, dire qu'ensuite on se rendrait aux conclusions pour ne pas tenir compte des conclusions? C'est un déni démocratique. Et c'est aussi ce que je reproche, parce qu'il y a à la fois une pratique très verticale du pouvoir, et puis on ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'il y avait, pas dans l'esprit de ceux qui ont participé à la Convention citoyenne, mais de la part de ceux qui l'ont commandé, chef de l'État, un exercice de communication. Oh, les images étaient bien léchées, hein, mais les conclusions n'ont pas été reprises. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour décevoir. Donc derrière, moi je suis intimement convaincu que les questions que nous avons devant nous, c'est la façon dont notre société tient dans les années qui viennent et la façon dont on réussit à resserrer les liens entre l'ensemble des Français. Nous avons des défis sociaux et sociétaux terribles devant nous. Et cette élection présidentielle, ma candidate qui est Valérie Pécresse essaye de porter ces questions, mais nous avons la question de la transition énergétique. Mais attendez, l'acceptabilité de la transition énergétique. Tout le monde sait pertinemment que nous devons la réussir. Pour nous-mêmes, pour nos enfants beaucoup, pour nos petits-enfants énormément. Mais la question qui se pose, allons-nous être capables de relever ces défis? Parce que la question qui est posée, c'est aussi la question liée au pouvoir d'achat. Vous parliez des enquêtes. Je pense que vous-même qui êtes ici particulièrement connecté avec les Français, chacun sait que la question du pouvoir d'achat trouble tous les esprits. Tous, sans exception. Derrière, comment on va faire pour faire en sorte que cette transition énergétique, c'est-à-dire le renchérissement du coût d'un certain nombre de produits, les voitures, le renchérissement de l'énergie, va permettre de trouver des solutions alors même qu'on a déjà ces problèmes de pouvoir d'achat. La deuxième chose, l'emploi et la transition énergétique.
Nous devons la réussir. Mais comment fait-on? Quel est le bon rythme pour faire en sorte qu'on ne perde pas son emploi avec la transition énergétique? Je pourrais prendre l'exemple des voitures. Et puis, il y a une troisième bombe à retardement dans notre pays. C'est la question du logement. Nous ne construisons pas assez depuis des années et des années. Le logement est en train d'approcher le tiers du budget des ménages qui ne sont pas propriétaires. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le nombre de mal logés et le coût du logement, ça aussi, c'est une bombe à retardement. Donc, quand vous me posez la question, je vous donne un exemple, c'est la question notamment de cette transition énergétique que nous devons faire, mais c'est la question de l'acceptabilité, et c'est aussi, je l'assume également, de la part de Valérie Pécresse, c'est aussi non à la décroissance, mais c'est aussi poser cette question en d'autres termes. Xavier Bertrand, justement, en d'autres sur termes, le mal logement. Attendez, au niveau international notamment. La France doit continuer à être exemplaire et à faire mieux encore. Mais la France, c'est 0,99% des émissions. Nous savons quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi de tordre le bras à nombre de pays qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Et si vous voulez le faire sur la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, c'est une vraie taxe carbone aux frontières de l'Europe. Pas une taxe carbone croupion dont on semble se satisfaire. Non, une vraie taxe carbone qui modifie le mode de production sur la planète. Vous voyez, ces questions-là, à mon avis, elles sont vitales et force est de reconnaître qu'elles sont quand même peu abordées dans le débat politique aujourd'hui. Xavier Bertrand, la question du mal logement que vous évoquez, justement, c'est un des enjeux majeurs, démocratiques, social majeurs en France, on peut le dire, et régulièrement traité ici par ce CESE. Depuis plus de 30 ans, le droit au logement a été proclamé. Il faut que les politiques lisent plus et tiennent plus compte des avis aussi. Évidemment, et qu'ils puissent lire et tenir compte également du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre qui montre que plusieurs millions de personnes en France souffrent de mal logement. C'est Bernadette Groison, enseignante et militante syndicaliste, qui a une question à vous poser, Xavier Bertrand. Oui, Monsieur Bertrand, bonjour. Donc vous venez de le dire, le logement est un enjeu majeur et il vient d'être rappelé que le CESE a fait beaucoup de travaux sur ce sujet. Donc peut-être en tenant compte ou pas de ces travaux, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez prendre pour relancer la construction des logements sociaux dans une logique notamment d'aménagement du territoire? En ne décidant plus tout seulement de Paris et à Paris, c'est tout le problème. Nous savons qu'il y a besoin de construire des logements sociaux. C'est notamment la question de l'adaptation de la loi SRU, parce que la loi aujourd'hui ne fait pas la différence entre un maire qui ne veut pas construire et un maire qui ne peut pas construire. Et il faut aussi reconnaître que la suppression de la taxe d'habitation a été une chose qui a compté pour le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Français, mais elle a complètement cassé le lien entre le citoyen d'une commune, contribuable, et la commune. Et si nous ne redonnons pas les moyens pour un élu de trouver un intérêt renforcé à construire du logement, nous ne résoudrons pas cette panne de logement. Nous savons qu'il faut 1,5 million de logements par an construits neufs ou remis sur le marché, réhabilités. Je le sais notamment dans la région qui est la mienne, notamment il y a tout le patrimoine du bassin minier, ce patrimoine immobilier. Nous sommes en train d'essayer d'accélérer les choses pour que ces logements soient plus confortables et surtout qu'ils coûtent moins cher en termes de charges en faisant des travaux de rénovation énergétique. D'ailleurs, c'est l'un des exemples, je reviens à la question que posait votre voisin à l'instant, ça donne du travail, ça donne de l'emploi et derrière, ça permet d'être mieux logé, mieux chauffé, mieux isolé et aussi d'améliorer le pouvoir d'achat. Sauf que ça fait des années que tout le monde parle de ça et que les résultats sont timides. Donc nous voulons clairement engager toute cette action et il est vrai aussi que Valérie a cette expérience également d'élu local, de présidente de région, pour que l'on puisse non plus tout décider à Paris, que ça puisse être sur les territoires et qu'on soit capable aussi de savoir faire du sur-mesure et de donner un intérêt également pour que les maires puissent aussi construire. Et si je peux me permettre, je vais être absolument pas consensuel, je ne sais pas quelle est votre position. Nous sommes en train, avec la dernière loi climat-résilience, avec le ZAN, le zéro artificialisation nette, nous sommes en train de mettre notre beau pays sous cloche. Et dans les années qui viennent, l'utilisation, la résorption des friches ne résoudra pas tout. Nous ne pourrons pas accueillir certaines entreprises et nous ne pourrons pas construire. Je vous donne un exemple. Je suis dans une région où il y a des zones que l'on qualifie de tendues, aidées fiscalement pour des promoteurs qui réalisent, et des zones qui sont détendues, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas d'aide. Mais quand vous avez notamment un prix du foncier, du bâti, par exemple, de 1 000 € du mètre carré sur de l'ancien, si vous n'êtes pas aidé, vous ne réaliserez aucune opération sur ces territoires. Et on accentuera la fracture entre métropole, ville moyenne et bourg-centre. C'est pour ça qu'il faut clairement aller au bout de cette logique de territorialisation et de se dire également, madame,
c'est que si on veut réaliser des logements, il faut aussi penser que la moitié de la population française n'habite pas dans une commune, habite dans une commune de moins de 10 000 habitants. Vous savez quel est le problème que nous rencontrons aujourd'hui? C'est qu'avec le télétravail qui contribue à ce changement de société, c'est aussi pour ça que la République des territoires apporte des réponses. C'est que vous avez des jeunes qui vont avoir les pires difficultés à se loger en milieu rural, quand ils ne resteront pas chez leurs parents, parce qu'il y a aujourd'hui une pénurie de logements. Or, le zéro artificialisation nette va empêcher de nombreux élus de pouvoir construire. Voilà quelques-unes des mesures très simples, très claires, très directes, qui vont nous permettre de ne pas afficher, comme d'habitude, un objectif théorique d'1,5 million de logements, mais de pouvoir concrètement les réaliser et de répondre à cette question du mal logement. Xavier Bertrand, une autre question de Jean-Louis Joseph, qui voudrait vous poser une question concernant justement les personnes les plus vulnérables, qui ne sont pas que des victimes, mais qui sont aussi des acteurs du changement. C'est à vous, Jean-Louis. Oui, Monsieur Bertrand, quels moyens comptez-vous mettre en place pour assurer la participation de tous, notamment en particulier des personnes vivant en situation d'exclusion, de précarité ou de perte d'autonomie, et aussi à l'élaboration, la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques? C'est là où les choses sont plus difficiles, parce que même dans le grand débat, nous l'avions vu, beaucoup de participants, j'ai dit, je crois qu'on était à peu près à 2 millions. Mais ce ne sont pas l'ensemble des Français. Ceux qui sont le plus éloignés de l'intégration dans la société, dans le corps social, sont aussi ceux qui sont le plus éloignés de la participation démocratique. Et même dans le grand débat, force était de reconnaître que nous n'avions pas l'ensemble des Français. Et là, la seule possibilité que vous avez, j'en suis intimement convaincu, c'est par le bloc communal et c'est par les mairies. Je suis intimement convaincu, c'est aussi mon expérience de maire qui me fait dire cela, que c'est là, au plus près du terrain, que ce soit avec des comités de quartier ou autres, que vous êtes capable d'aller vers les gens et qu'ensuite on s'aperçoive que personne n'est dénué de bon sens et tout le monde a des idées. Vous voyez, je suis, j'allais dire maire de la grande région, je m'étais présenté comme tel, je voulais être maire de cette grande région des Hauts-de-France. Mais c'est aussi de faire en sorte que chacun des éléments de mon territoire soit considéré comme un territoire à part entière. Vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui, j'en reviens à cette idée de République des territoires, c'est qu'on ne peut pas avoir le train du développement français avec Paris, les métropoles. Moi, je ne veux pas être dans une guerre Paris-Province, c'est stupide. Je ne veux pas être dans une opposition métropole-ruralité, c'est stupide. En revanche, on a absolument besoin de renforcer ville moyenne, centre-bourg et également la ruralité. Et c'est au titre communal, je pense, au titre d'une forme de république des maires, qu'on est capable de retisser du lien démocratique avec ces populations les plus éloignées. Je ne vois pas d'autre échelon, même si l'échelon départemental peut avoir du sens pour certaines politiques liées notamment à l'insertion, mais je pense que c'est effectivement le bloc communal, c'est la conception de Valérie. Une question de Pascal Mayol, qui est ingénieur écologue sur l'industrie, la réindustrialisation même de notre pays. Monsieur Bertrand, j'ai envie de vous demander, dans le cadre de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, vous savez que l'Europe nous enjoint à les réduire de 55% d'ici 8 ans, ce qui pour beaucoup est une forme d'économie de guerre. Quelle place donnerez-vous à la réindustrialisation du pays dans le cadre de ce Green Deal européen et de quelle façon vous ferez ça de manière démocratique? Merci. Démocratique, écoutez, en portant ça clairement dans le débat présidentiel. Le projet de Valérie est clairement sur la réindustrialisation, mais pas la réindustrialisation proclamée pour 2030, une réindustrialisation où on se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire à la fois une baisse des impôts de production, c'est vrai, avec à la fois une véritable simplification de la vie des entreprises, et puis aussi avec un enjeu qui est absent aujourd'hui de toute la stratégie 2030, c'est le capital humain. Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, si l'on n'envisage pas la révolution des compétences, si l'on n'envisage pas la révolution des formations, personne n'atteindra les objectifs qui sont fixés pour 2030. Si vous ne faites pas ces trois aspects-là combinés, il n'y aura pas de réindustrialisation. Là où je vous rejoins tout à fait, je ne voudrais pas vous compromettre, mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est que je pense que la réindustrialisation est un fait écologique en soi très important. Parce que le bilan carbone de ce que vous produisez sur place est sans rapport avec ce que nous pouvons faire venir de l'autre côté de la planète. Et ça n'est pas seulement un enjeu de souveraineté, ça n'est pas seulement un enjeu d'indépendance, c'est aussi un enjeu écologique. Mais je vais jusqu'au bout, il y a aussi l'autre question qui est posée. Je ne sais pas si on va rester si proche que cela l'un de l'autre. C'est aussi de faire massivement le choix du nucléaire, énergie décarbonée s'il en est. Que bien évidemment, il faut des ENR, même si vous connaissez
position qui peut être la mienne concernant justement le développement anarchique de l'éolien, mais c'est le développement du nucléaire qui va nous permettre également d'avoir cette énergie décarbonée dont on va avoir besoin pour l'industrie. Toutes les choses sont engagées. Et je voudrais vous dire aussi, j'ai fait partager à Valérie Pécresse l'expérience qui est la mienne avec REV 3, la troisième révolution industrielle, qui n'est pas mon idée, c'est le concept de Jérémy Rifkin, qui a été repris par mon prédécesseur socialiste et aussi un homme d'économie qui est Philippe Vasseur. J'ai repris cette idée et on s'aperçoit aujourd'hui, notamment dans la région des Hauts-de-France, nous sommes la région qui fait en premier la bascule vers les batteries électriques avec 3 usines qui sont en France, qui sont dans les Hauts-de-France, parce que cette réindustrialisation, elle peut se faire, mais elle doit se faire aujourd'hui de façon accélérée. Et c'est la façon de montrer qu'économie et écologie sont tout à fait compatibles sans rentrer dans la décroissance. Alors, concernant justement... J'étais un peu provocateur, mais... Ma conviction profonde, c'est celle de Valérie. En ce qui concerne notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques, Xavier Bertrand, Pascal Mayol avait une question à ce sujet-là, puisque l'agence de transition écologique, qui est l'ADEME, avait publié plusieurs scénarios, 4 scénarios précisément, qui aboutissaient tous à la neutralité carbone en 2050, sauf que les voies empruntées sont totalement différentes. Il y a d'abord le premier scénario qui fait appel à plus de sobriété dans notre façon de produire, de consommer au quotidien. Il y a un deuxième scénario qui, lui, préserve nos modes de vie, mais fait appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature. Et puis, il y a 2 autres scénarios qui sont des scénarios intermédiaires. Et Pascal Mayol avait une question à vous poser à ce sujet-là. Merci beaucoup. Je vous ai un peu provoqué ou tordu la perche, hein. Merci. Je vais me permettre de reformuler, peut-être simplement pour rebondir sur ce que vous nous avez dit précédemment. La programmation énergétique implique aussi des obligations en termes de démocratie. Peut-être que vous voudrez également réagir sur la façon dont vous impliquerez effectivement tous les citoyens dans ces décisions énergétiques. Mais j'en viens à ma question. Ces scénarios de l'ADEME, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire, mais ils répondent à 2 grands principes. Je vais faire résumer parce que j'ai peu de temps, mais Jamel Mazi l'a dit. Les premiers principes, c'est un usage intensif des puits de carbone naturels et de la sobriété, c'est plutôt les scénarios 1 et 2. Leurs avantages, c'est qu'ils préservent un environnement compatible avec la vie. Leur limite, c'est qu'ils modifient profondément nos modes de vie, ce qui peut impliquer des résistances. Et l'autre grand principe, plutôt les scénarios 3 et 4, ce sont des scénarios qui préservent globalement nos modes de vie, mais qui poursuivent dans les dégradations sur les écosystèmes, qui sont compensés par des paris technologiques. Mais des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui et dont rien ne prouve qu'elles existeront. Donc ma question est la suivante. Sur ces 2 grands principes, où se place votre vision? Et vous n'avez pas le droit de me répondre les 2 en même temps. Déjà parce qu'en même temps, je crois qu'il y a un copyright et c'est pas vous qui en êtes dépositaire. Ça, je laisse le en même temps parce qu'il est impossible d'avancer en pratiquant le en même temps. Essayez d'avancer les 2 jambes en même temps, vous me ferez signe. Ok, ben vous répondez à partir de ma question, j'en termine juste. Et puis il y a des réalités physiques aussi qui font que le monde de la rareté dans lequel on rentre impose des choix. Et c'est ce que l'ADEME nous invite à faire des choix justement. Merci. Alors si j'ai un choix à faire au nom de Valérie entre le 1 et 2 et le 3 ou 4, c'est plutôt le 3 et 4 parce que je crois à la technologie, je crois au progrès. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux calé que moi en la matière, c'est Bill Gates, qui nous dit que même sur la question du nucléaire et des déchets nucléaires, si on met le paquet, nous trouverons technologiquement aussi les moyens d'avancer en la matière. Je crois d'ailleurs que le pari de l'homme a toujours été justement le progrès. Et c'est ce qui permet d'apporter des réponses. Il n'empêche quand même que de ne pas continuer à consommer de la même façon n'est absolument pas interdit, c'est même plutôt recommandé. Et même sur la question du puits carbone, j'ai décidé d'être provocateur cet après-midi, c'est que je me sens bien dans cette assemblée, c'est que vous prenez aussi, le monde de l'agriculture a aussi de vraies solutions avec les puits carbone, et peut aussi être un véritable contributeur. J'en suis intimement convaincu. Ils sont d'ores et déjà engagés dans cette situation-là. Donc vous le voyez, je n'ai pas le droit de faire 1, 2, 3 et 4, puis c'est vrai que je ne suis pas un adepte du en même temps. C'est plutôt 3 et 4 parce que je crois foncièrement au pari technologique. J'en suis absolument convaincu. Nous en sommes tout à fait capables, mais il faut décider d'investir. Tiens, je parlais tout à l'heure de sobriété énergétique des bâtiments. Mais la technologie, le progrès n'ont pas encore trouvé leur place dans la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient collectifs ou individuels. Il ne faut pas me dire qu'on est au bout de la recherche en la matière. Là, ça vaut la peine de mettre de l'argent. Ça vaut la peine d'investir. Faute de quoi, on restera toujours avec des objectifs proclamés et les résultats seront toujours en retard. Non, je crois beaucoup à cela. Alors, Bernadette Gorazon avait une question sur l'avenir du CESE.
Oui, Monsieur Bertrand, nous voulions profiter de votre présence pour vous demander ce que vous pensiez de l'avenir effectivement de notre CESE qui s'est vu avec la loi de 2021 augmenter ses missions, et nous en avons parlé notamment en termes de participation citoyenne. Or, en même temps que ce CESE a de nouvelles missions, ses moyens, eux, n'ont pas augmenté. C'est même la seule des 3 assemblées qui a vu ses effectifs réduits. Donc nous voudrions savoir si Valérie Pécresse est élue présidente, tout d'abord si elle conservera le CESE, et ensuite, auquel cas, si elle lui donnera des moyens supplémentaires. Les moyens supplémentaires, je ne saurais vous le promettre. Ni en son nom, ni en mon nom, mais je préfère dire les choses plutôt que de dire à la veille des élections, ne vous inquiétez pas, tout ira mieux. Non, parce qu'on va rentrer aussi dans une période, pardonnez-moi, pas forcément de décroissance, mais de véritable sobriété budgétaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, l'absence de réformes structurelles sur les dépenses publiques nous empêche également de pouvoir rendre sous une forme ou sous une autre, notamment de baisse des charges, pour favoriser le pouvoir d'achat des Français. Donc les réformes structurelles qui s'imposent, c'est vrai sur les retraites, c'est vrai sur l'assurance chômage, c'est vrai sur la baisse de la dépense publique dans son ensemble, et j'ai eu à le faire en tant que maire, j'ai à le faire aussi en tant que président de région, vise à nous permettre de garder, notre indépendance, de nous permettre également d'apporter de meilleures solutions pour justement intégrer tout le monde dans la société et de relancer l'escalier social. J'en reviens à la question du CESE. Je trouve que la dernière réforme est porteuse vraiment d'une nouvelle voie pour le CESE. J'en suis intimement convaincu. Mais il est vrai, je le dis aussi, le fait d'avoir imposé au CESE non pas de faire, mais d'organiser la Convention citoyenne, alors qu'on voyait bien d'où venait la commande et pour quelles raisons, je pense que ça n'a pas permis au CESE de prendre tout de suite toute la place qu'il aurait pu prendre. Et je pense qu'encore une fois, ça a été une occasion manquée pour le CESE. C'est pas la faute du CESE. C'est pas la faute du CESE. Donc quand on décide de faire une réforme, on joue le jeu de la réforme jusqu'au bout. Je pense qu'il y a aujourd'hui ce potentiel dans ce qu'est le CESE, dans ce qu'est aussi la volonté du président et pas seulement du président de ses membres, pour prendre justement cette forme de virage. J'en suis convaincu, et l'idée de Valérie Pécresse, c'est justement de donner toutes ces perspectives au CESE. Mais pour le reste, pas forcément avec des moyens supplémentaires, permettez-moi de vous le dire très directement. Mais si je peux me permettre, on a aussi d'autres voies. Je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais de certains usages des réseaux sociaux, mais on a aussi d'autres formes aujourd'hui démocratiques qui ne nous sollicitent pas tant que ça en termes de finances publiques. Il y a aussi de nouvelles choses qui sont à réinventer. Même si je suis intimement convaincu que plateforme ou autre, rien ne vaut les échanges en chair et en os. Mais j'ai oublié de vous dire qu'à titre personnel, je ne suis pas un fan des GAFAM parce que je pense que dans ce crépuscule démocratique qui peut nous guetter à la fin de cette décennie, le rôle des GAFAM n'y serait pas pour rien. Le CESE n'est pas assez connecté, par exemple? Pardon ? Le CESE n'est pas... En tout cas, leurs membres ne sont pas assez connectés, par exemple, c'est ce que vous voulez dire? Je viens de vous dire le contraire, je viens de vous dire que c'était justement une des voies pour... Non, ça voudrait dire qu'il faudrait s'inspirer à la fois des décisions, des avis du CESE, mais aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en fait, finalement. Vous dites que ça coûte absolument rien de s'inspirer de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais bon, il y a aussi du tout venant. Hein, là, pardonnez-moi, mais vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis très clairement que ce n'est pas une question seulement de moyens budgétaires. Il y a des choses qui permettent aujourd'hui de démultiplier l'action, mais vous avez compris que la dérive de certains réseaux sociaux et aussi que j'ai pour ma part les plus grandes réserves, les plus grandes prudences vis-à-vis des GAFAM. Voilà exactement ce que j'ai dit. En tout cas, ce qu'on a retenu aussi, c'est que vous ne promettez pas des moyens supplémentaires pour le CESE. Je pensais l'avoir dit 2 fois, oui, mais c'est ça. J'avais 203, c'est vous qui dites une 3e fois. La réponse vous convient, Bernadette? Non, je ne suis pas sûre qu'elle nous convienne, mais bon, nous l'entendons, nous l'enregistrons. Mais méfiez-vous de ceux qui vont vous dire oui. Ah, mais ça, peut-être. Mais bon, pour l'instant, nous nous adressons à vous, mais merci de votre franchise, en tout cas. Oui, l'autre question. Pardon, on va peut-être laisser la parole à Jamel Khelaf, qui attend depuis tout à l'heure impatiemment. Jamel Khelaf, qui n'est pas conseiller au CESE, qui est un citoyen associé aux travaux de l'institution sur les questions de démocratie, d'abstention et sur la jeunesse, notamment. Je vous laisse la parole, Jamel Khelaf. Bonjour, monsieur Bertrand. Après tout le travail qu'on a fait avec la CESE, et après tout le déplacement qu'on a fait sur le terrain, le travail qu'on a fait sur le terrain avec les jeunes, comment sensibilisez-vous les jeunes s'engager dans la politique, la citoyenneté et la démocratie? La question, c'est quels sont les moyens, quels moyens doit-on mettre en place pour faire participer les jeunes dans le processus de la démocratie? Ça, c'est la première question.
Et si je me permets de donner une deuxième question, concernant les jeunes surdiplômés, que les gens qui ont investi, qui ont fait des crédits bancaires pour étudier, pour avoir leur diplôme. Et maintenant, ils ne trouvent pas de l'emploi, ils ne trouvent pas de travail. Et surtout, je parle sur les jeunes Français d'origine maghrébine. Parce que quand on voit sur la discrimination de l'emploi, comment vous engagez pour garder ces jeunes-là en France? Pour qu'ils ne pas y aller, Merci, ils ne vont pas y aller en étranger. Merci. Xavier Bertrand. Je ne sais pas si... on a le droit d'échanger, de dialoguer? Allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez garder le micro, mais quelles sont les priorités pour les jeunes? C'est le travail. En premier, ensuite? C'est la vie, c'est la continuité de... Si je peux Le me pouvoir permettre. d'achat, le travail et le climat. Logement. Ouais. Logement. La question de la mobilité, parce que vous parlez des jeunes qui peuvent avoir des difficultés, et donc il doit y avoir zéro discrimination, vous avez raison de le souligner, mais on a aussi autre chose. C'est que vous avez les jeunes qui n'habitent pas dans le cœur des métropoles et qui sont confrontés à des problèmes de mobilité. Il n'y a pas le tramway ou il n'y a pas le métro quand vous habitez justement dans une ville moyenne ou quand vous habitez dans un bourg-centre, et que même pour faire des études, vous avez besoin de vous déplacer. Oui, bien sûr. Donc, et il y a la question du climat. Il y a la question du climat qui angoisse nos jeunes, parce que la question qui se pose, quand on entend 2 degrés... vous savez, mon dernier fils... attendez, je veux juste vous répondre à monsieur sans couper le fil. Je parle des précisions, parce que je ne sais pas si vous avez vu le sondage d'hier matin d'Ipsos, les 3 priorités chez les jeunes. Numéro 1, pouvoir d'achat. En 2, c'est le climat. Et en 3, c'est la santé. Voilà. C'est pas la mobilité. C'est un détail, voilà, simplement. Non, c'est pas un détail, le climat et la santé, monsieur. Moi, je suis attaché au service public. Oui, vous parlez de mobilité, c'est pour ça que je me permettais de vous dire que les 3 priorités des jeunes, en tout cas d'après Ipsos, oui, c'est ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut trouver 3 ou 5 mobilités, mais quand on dit que la mobilité n'est pas un problème, les jeunes qui entendent ça se disent « Ok, pour eux, on n'existe pas ». Je vais vous dire une chose. J'ai mis en place dans la région, notamment, une aide au permis de conduire. Une aide au permis de conduire, c'est-à-dire qu'on prend en charge jusqu'à 1 500 € permis de conduire pour les jeunes qui sont en formation pour un emploi ou en recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que le permis est un impôt qui ne dit pas son nom. Parce qu'une fois que vous avez le permis, il faut en plus acheter une voiture. Et là, c'est la question de la mobilité. Alors, c'est peut-être pas dans les 3 premières réponses, mais c'est la question numéro 1. Et sur la santé, comment voulez-vous que je puisse ignorer cela quand vous avez notamment des infirmières scolaires qui vous disent qu'à 13 ans, dans certains lycées de la région, vous avez 20% des jeunes qui sont atteints de troubles auditifs ou de troubles dentaires qui seront très difficilement réversibles. Vous pensez que je ne la connais pas? Vous savez, une marque de fabrique des élus locaux, on peut leur faire tout le reproche, mais c'est qu'ils sont à portée d'engueulade et qu'ils sont connectés et absolument pas hors sol. Et donc la question qui se pose notamment, tiens, ça peut pas sembler figurer dans le sondage, mais la médecine scolaire, le renforcement de la médecine scolaire, ça a quand même aussi tout son sens. Tout son sens. Donc je pense que pour ces jeunes, déjà la première des choses, c'est de ne pas se tromper de priorité. Et donc je suis intimement convaincu que le premier stage, on dit aux jeunes, première expérience requise. Ouais, mais pour avoir première expérience requise, il faut déjà avoir de l'expérience. Et la raison pour laquelle il faut aussi qu'on change fondamentalement notre approche des premiers stages, qui est la façon de mettre le pied à l'étrier, ce que nous faisons dans nos régions, par exemple avec Valérie Pécresse, et puis aussi le drame, c'est l'orientation. Il y a les parents qui ont un bon carnet d'adresse, ce ne sera pas compliqué pour avoir un stage ou des bons renseignements, et il y a les parents qui n'ont pas de carnet d'adresse. Et la politique doit être faite pour tous, ceux qui ont un carnet d'adresse et ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse. C'est ça les réponses très concrètes pour les jeunes. Alors il y a différentes façons de le faire. Il y a de faire le pari de la jeunesse à chaque fois, et puis il y a de trouver aussi les endroits où on peut organiser ce dialogue avec les jeunes. Moi j'ai été longtemps un des promoteurs, j'avais réalisé un mémoire de fin d'études sur les conseils municipaux d'enfants, d'adolescents. Les choses ont évolué, il y a eu différentes expériences, des conseils régionaux ou autres. Valérie s'est exprimée l'autre jour à la maison du Radio France sur cette question. Mais je pense que ce n'est pas si compliqué que cela de savoir quelles sont les priorités des jeunes, mais c'est aussi que le politique, comme je disais tout à l'heure au début de mon intervention, est clairement une obligation de résultat. Et sur la question de la planète, vous me le disiez tout à l'heure, nul besoin de me le rappeler, je vous le disais tout à l'heure, c'est une obligation qui s'impose à nous, et si elle s'impose encore plus pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est parce que pour les jeunes, 2 degrés de plus,
J'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure. Non, attendez. On n'a plus le temps, malheureusement. Oui, mais vous avez beaucoup parlé, Xavier Bertrand. Je vais le prendre 2 secondes. Ne prenez pas mal, on n'a plus le temps, mais je ne vais pas le prendre mal, je vais le prendre tout court, le temps de parole. Mon dernier fils a 3 ans et demi. Quand il aura mon âge, il ne peut pas vivre sur une planète avec 2 degrés de plus, parce que ça change tout. Merci. Et je comprends pourquoi chez les jeunes, c'est si essentiel, et c'est pour ça que c'est pour nous une obligation. Merci infiniment, on n'a plus le temps malheureusement. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été notre invité ici au Conseil économique, social, environnemental. On peut dire qu'il y a du boulot chez les jeunes, puisque près de la moitié d'entre eux ne sont pas certains d'aller voter aux prochaines élections présidentielles. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous restez sur France Info. À très vite.